For more than 4 decades, the Libyan people have been ruled by a tyrant, Muammar Gaddafi. He has denied his people freedom. Il y a 30 ans, les Libyens célébraient l'aube de la grande révolution du Al-Fateh. Leur chef, Muammar al-Kadhafi, proclama que tous les Libyens méritaient de vivre sur une terre de liberté, de justice et d'abondance. For more than 4 decades, the Libyan people have been ruled by a tyrant, Muammar Gaddafi. He has denied his people freedom and terrorized innocent people around the world. Comme le disent de nombreux experts, comme le disent y compris des acteurs du dossier, les raisons pour lesquelles nous sommes entrés en guerre sont erronées, à savoir qu'il y avait un génocide en route. Ça a quand même été dit à la tribune de l'ONU. La communauté internationale a parlé d'une seule voix et notre message est sans ambiguïté. Ces violations des droits universels sont inacceptables et ne seront plus tolérées. Il y a des crimes contre l'humanité. Il y a des massacres de populations civiles. Nous avons interviewé par exemple Bernard-Henri Lévy pour cet ouvrage qui a été une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, qui a été utilisé par Sarkozy pour contourner Juppé, qui au début ne voulait pas faire la guerre, qui dit dans le livre, d'accord, il n'y a pas eu de massacre de population civile. Ben, enfin, c'est le contraire de ce qui a été raconté. Malheureusement, il faudra dans les heures qui viennent des frappes ciblées sur ces colonnes de chars qui sont en train d'arriver aux portes de Benghazi et qui s'apprêtent à y faire un carnage annoncé. Il y a une scène, par exemple, qui a fait le tour du monde, jamais en images, mais il a été dit que l'aviation de Kadhafi avait bombardé la population civile. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. Alors... Et quand on fait donner des avions de chasse contre des manifestants, comme Kadhafi l'a fait à Tripoli... C'est pas vrai, cette scène n'a pas existé. Alors... Nous ne pouvons nous intéresser naturellement des victimes innocentes de la folie meurtrière de M. Kadhafi et de son clan. Particularly, Nicolas Sarkozy has said that NATO will continue bombing Libya and military facilities here in Libya till the rebels take control over the whole of the country. En Libye, l'OTAN, les États-Unis, la France ont fait alliance avec Al-Qaïda. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on nous dit qu'on mène un combat pour la démocratie et contre le terrorisme, et en fait, on utilise des terroristes pour, évidemment, une guerre du fric, encore une fois. Il n'y a pas de guerre humanitaire, ça n'existe pas. We are dropping bombs on crowded cities at night where old people and children are sleeping. And we're watching it on CNN. To put out the blazes from what's been described as a pre-dawn airstrike by NATO warplanes here in the town of Zliten. This has been the target of near daily strikes by NATO warplanes. NATO says that it's been trying to hit tanks, armored vehicles, anti-aircraft missile sites, command and control centers. Libyan government officials who brought us here, they say that this is a storage place for food. Subsidized food that they distribute, food like rice. People here now call NATO the crazy one, which lost its sanity. It is waging a wide-scale war on the people. They are destroying everything. Et quand on fait donner des avions de chasse contre des manifestants, comme Kadhafi l'a fait à Tripoli... C'est pas vrai, cette scène n'a pas existé. Alors... 21 décembre 1988, un Boeing de la Pan Am explose au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie. 270 personnes décèdent dans cet attentat. Sur place, les enquêteurs affirment avoir retrouvé les restes d'un détonateur fabriqué par la société suisse Mebo, principal client de cette entreprise, la Libye. Le témoignage du patron de la Mebo, ici à l'image, finit de convaincre les juges lors du procès de l'attentat en 2001. Seulement voilà, un de ses employés affirme maintenant avoir lui-même fourni le détonateur aux enquêteurs à leur demande. Si le peuple ne m'aime pas, il ne mérite pas de vivre. Si le peuple ne m'aime pas, il ne mérite pas de vivre. He compared them to rats. قال هذوم حمير كلاب جربوا عليهم الكروز اطفال العراق هذوم اطفال العراق هذه فيران
جربوها كيف تجوع وكيف تموت من الجوع. إذا نقص الحليب عن الطفل كيف يموت بأي طريقة. جربوا، اجروا التجارب، أطفال العراق. مش أوادم بكم، مش فصيلة آدم أبدا. الآدميين هم الأمريكان والإنجليز والفرنسيس والإسرائيليين. إيه هذول اللي أوادم. أما العرب هذول فيران، حيوانات بهذا الشكل بالضبط. هذا كيف يعاملوا فينا. في جريدة ولمس كتبت قالت العرب يجب ما يتجهوا لمجلس الأمن، يتجهوا لجمعية الرفق بالحيوانات. أنا نأيد هذه الجريدة 100%. هذا كلام صحيح. والله العرب ما دام حطونا عاملونا حيوانات يجب نمشي لجمعية الرفق بالحيوان، يرفقوا بأطفال العراق وأطفال ليبيا وأطفال لبنان. تصوروا لو كان الأطفال اللي ماتوا في ليبيا والله يموتوا الآن في لبنان هم ماتوا من أمريكا والله ماتوا من إسرائيل، لكن كل القنابل الذرية ألقيت فوق الكرة الأرضية. ليش؟ لأن إنسان قتل. أما العربي، طفل عربي هذا فار. His own people. He compared them to rats. Also that month, CNN reported on a story from the Syrian Observatory for Human Rights, claiming that 8 infants in incubators had died in a hospital in Hama, where Syrian authorities cut off power in the area. Some news sites even carried pictures of the infants. The images were later admitted to have been taken in Egypt, and no evidence has ever emerged to back up the accusations. Alors, qui n'a pas en tête l'histoire des 40 bébés décapités à Kfar Aza? Eh bien, spoil, cette information a été démentie. Selon une enquête Le Monde, le bureau de presse du gouvernement israélien reconnaît que ces décapitations de 40 bébés n'ont jamais eu lieu. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, le mardi 10 octobre 2023, 3 jours après l'offensive du Hamas, la journaliste de I24, Nicole Zedek, a indiqué que 40 bébés ont été décapités à Kfar Aza en Israël. Elle fait état de cette découverte dans le kibboutz libérée par l'armée israélienne. Dans un premier temps, elle a assuré les avoir vus, puis dans un second temps, cette information lui a été donnée par un commandant israélien. Dans un troisième temps, il s'est lui-même défaussé en disant que c'était un soldat sur place qui avait vu ces 40 bébés. Ils auraient été donc soit décapités, soit mutilés par les combattants du Hamas. Les médias n'ont pas hésité à relayer l'info. Donc c'est un plan média, vraiment organisé par Tsahal, par l'armée israélienne, pour montrer l'indicible. Écoutez, je vais vous dire ce qu'ont dit les reporters qui ont vu les images. Les enfants et même les bébés ont été tués également. Et de quelle manière? Des femmes, des enfants, 40 bébés décapités. Des femmes, des enfants, des bébés décapités. Elle a reçu une balle dans le dos et elle protégeait son bébé. Un petit bébé d'1 ou 2 ans. Un bébé qui a été décapité. Des bébés décapités, vous nous confirmez cette information, et de nombreux bébés décapités? Oui, c'est une information que j'ai énormément de mal à confirmer. Mais elle est malheureusement vraie. Des maisons brûlées, des bébés décapités. On parle d'enfants, de femmes à qui on a coupé la tête. Des bébés dont la tête a été décapitée. Ils utilisent tous la voix affirmative, 40 bébés tués, certains avec la tête coupée. L'information a été reprise sur le compte officiel d'Israël et soutenue par le porte-parole de l'armée israélienne. D'ailleurs, le chiffre émane d'une seule source et n'a jamais été officialisé. La journaliste de I24 finit elle-même par adoucir sa version des faits. Le lendemain matin, le journaliste Samuel Fauré, travaillant pour Le Monde, était sur place. Il a publié sur X une mise au point sur le sujet. Il a expliqué qu'on ne pouvait pas vérifier si ces décapitation d'enfants était réelle ou non. L'histoire est reprise jusque dans les classes politiques internationales. Le même jour, Joe Biden adhérait à ce discours adhérait à cette fake news lors d'un discours. Ça fait longtemps que je fais cela, mais je n'avais jamais pensé que je verrais des photos de terroristes décapitant des enfants. Je n'ai jamais pensé que je verrais cela. Mais il y a des pays dans la région qui essaient d'apporter une aide, y compris parmi les nations arabes. Ces photos n'existent pas. La Maison-Blanche avait ensuite précisé qu'il basait ses déclarations sur les informations israéliennes sans les avoir indépendamment vérifiées. La rumeur continue donc de se propager. La rumeur est au centre du cirque médiatique. C'est une information dévoyée ou provisoire, mensongère ou calomnieuse, et on finit par s'y perdre. La preuve en image avec Aurore Berger qui se fait même la porte-parole sur CNews du gouvernement israélien. On a même hier le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est rendu sur place et qui a dit, j'ai ces propos-là,
dit « Je viens de voir moi-même, je tenais à voir moi-même des personnes décapitées, également des bébés. Ils m'ont dit avoir découvert le corps d'un bébé. Il a été brûlé, vivant, je crois, dans un four. » Ou encore Meyer Habib qui surenchérit dans le pathos avec des informations toutes fausses. Moi, je veux pas être scabreux mais Daesh, à la limite, c'était moins que ça. C'est pire que l'État islamique. Ils ont massacré, aujourd'hui on a trouvé un charnier, 40 bébés, brûlés, martyrisés, et après ils ont coupé les têtes. C'est pire que les nazis, c'est pire que tout. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs depuis le 7 octobre que de fausses informations sont relayées par Israël. Les 40 bébés massacrés n'existent pas. Le chef de la diplomatie numérique au ministère des Affaires étrangères israélien, David Sanga, admet qu'il y a eu parfois des erreurs dans la communication du gouvernement israélien, si on peut appeler ça une erreur d'ailleurs. Plusieurs médias, dont Al Jazeera, avaient communiqué sur le manque évident de preuves et de sources fiables concernant cette information. Ils ont été fustigés d'antisémitisme par les autres médias et par certains politiques. D'ailleurs, aujourd'hui même, Éric Nalot, sur Radio J, parle toujours de ces femmes enceintes éventrées ou des bébés décapités, alors que l'information a été démentie par Le Monde ce matin même. On l'écoute. On pousse jusqu'aux ultimes conséquences mortifères cette vision dévoyée du délinquant pour ce qui s'est passé le 7 octobre. L'éventreur de femmes enceintes, celui qui décapite des nourrissons, c'est pas vraiment un bourreau. Pourquoi ? Parce qu'il est musulman, et le musulman est le damné de la terre, le nouveau prolétariat. C'est ainsi qu'une fausse information est née, puis relatée dans le monde entier par de nombreux médias. La guerre informationnelle se joue en même temps que la guerre sur le terrain. Le tableau a encore une fois été noirci sciemment. Certains continuent encore de s'acharner et de propager des fake news et rumeurs pour alimenter cette guerre informationnelle. On espère d'ailleurs que les autres médias feront le relais avec autant de passion pour démentir cette propagande mensongère. Pour conclure, ce que l'on peut surtout questionner aujourd'hui, c'est le relais d'informations qui a été fait à la fois par nos politiques. 50 ans jour pour jour. Après la guerre déclenchée le jour de Kippour, nous venons de vivre le 11 septembre de l'État juif. Cette fois, c'était Shabbat, le jour sacré de Simchat Torah. La barbarie islamiste a frappé des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, des familles entières décimées, des femmes violées, des corps mutilés, filmés, exhibés, devant une foule galvanisée par la haine du juif. Ne vous y trompez pas, cette guerre est une guerre contre notre civilisation, entre la civilisation et la barbarie. Non, pas une guerre de territoire. Ce que l'on peut surtout questionner aujourd'hui, c'est le relais d'informations qui a été fait à la fois par nos politiques, mais surtout par certains médias. On se rend compte qu'avec la rumeur, les démentis font moins de bruit que les mensonges eux-mêmes. Ils sont moins diffusés par les journaux et intéressent moins les lecteurs ou spectateurs que les nouvelles sensationnelles qu'ils tentent de combattre. La rumeur est liée au faux, au moins en partie. Elle doit être combattue par les médias de préférence et toute rumeur porte un message caché à déchiffrer. Si la communication de l'armée israélienne est si peu convaincante et de moins en moins convaincante, c'est notamment, premièrement, parce qu'il faut rappeler que le postulat de départ autour de l'hôpital de Shifa, c'est que cet hôpital représentait le QG du Hamas. On montre aujourd'hui au monde, qui parfois a des doutes, que l'hôpital Al-Shifa à Gaza est effectivement l'épicentre, le centre névralgique de l'activité du Hamas dans Gaza, et le fait que le 7 octobre, les terroristes du Hamas sont venus dans l'hôpital avec, entre autres, l'envoi de deux otages, deux kidnappés. Ils rentrent dans l'hôpital par la porte principale, n'est-ce pas par une porte à côté ou annexe, et que personne vraiment est très choqué de leur présence, montre que ce que nous savons, c'est que l'hôpital Al-Shifa, comme d'ailleurs l'hôpital Al-Rantisi et d'autres hôpitaux, et des écoles et d'autres centres qui devraient être des centres, entre guillemets, normaux, civils, sont en fait malheureusement utilisés par le Hamas comme des bases militaires. Et nous savons également qu'il y a des souterrains que nous sommes en train de révéler, profonds, sous l'hôpital Shifa et dans les bâtiments annexes aux alentours. Aujourd'hui, après quelques jours de communication autour de ce postulat-là, on est très très loin de l'hypothèse. Ce n'est ni le QG politique, ni le QG militaire. Deuxièmement, si on a autant de mal à avoir d'informations sur ce qui se passe à Gaza, c'est quand même parce qu'il est interdit aux journalistes internationaux impartiaux de pouvoir entrer par l'armée israélienne. Or, on se retrouve dans une situation où le seul canal d'information, c'est quand même des porte-paroles de cette armée
qui conteste toute autre source d'information. Donc là, il y a plus qu'un problème pour un État qui se présente comme démocratique. Me dire que je veux avoir de la conviction pour qu'il existe, ça n'a absolument aucun sens. Alors, il existe ou il n'existe pas. Le général Nicolas Richoux recadre le porte-parole de Tsahal en plein direct sur LCI. L'armée d'occupation israélienne a procédé à une attaque meurtrière à l'hôpital gazaoui d'Al-Shifa à Gaza afin de prouver selon elle qu'il s'agissait du QG du Hamas. Malgré plusieurs jours de fouilles, c'est la désillusion. Hormis quelques kalachnikovs que l'armée israélienne aurait elle-même déposés dans l'hôpital et quelques dates sucrées, aucun élément atteste d'un quelconque poste de commandement. Une humiliation internationale pour l'armée d'occupation israélienne qui a dû tuer des milliers de civils palestiniens pour obtenir aucun résultat, et ainsi démontrer le niveau catastrophique de ses services de renseignement. C'est ce que rappelle le général Richoux lors d'un face-à-face avec le porte-parole de l'armée d'occupation israélienne Olivier Rafovix, qui, comme vous allez le voir, va exprimer son mécontentement tout en essayant d'amadouer l'incorruptible général Richoux. Alors je sais que monsieur le général doute, je vous invite à venir en Israël avec nous, si vous avez des problèmes sur les sources israéliennes, pour voir de vos propres yeux ce qui se passe, parce que la situation est très dangereuse. Je vais vous dire une chose très très simple, moi je ne doute de rien. Je dis, soit il y a les preuves, soit il n'y a pas les preuves. Donc on attend les preuves. Très bien. Vous avez peut-être raison, et peut-être vous n'avez pas raison. Moi, je veux dire, militairement, non, on a raison. Ça existe ou ça n'existe pas. Attendez un petit peu. Alors, je veux dire, il n'y a pas un problème de conviction. Écoutez-moi 2 minutes. Il n'y a pas un problème de conviction. Ce PC, il existe ou il n'existe pas. Nous, on a le droit de dire, pour le moment, il n'a pas été trouvé. C'est la seule chose que je dis. Ouais. Non, maintenant, ce que je vous propose, mon général, vous appartenez à une armée qui est alliée et amie d'Israël, donc soyons ensemble dans la même direction. Ne soyez pas en doute d'un problème qui est un problème qui touche également. La présence, mais non, mais on parle pas de conviction. De ce PC n'a rien à voir avec la conviction. Mais vous savez très bien, vous avez rien à voir avec la conviction. Il est là ou il n'est pas là. Au moment où je dis on ne l'a pas, c'est la seule chose que je dis. Me dire que je veux avoir de la conviction pour qu'il existe, ça n'a absolument aucun sens. Alors, il existe ou il n'existe pas. Pour camoufler son échec, l'armée d'occupation israélienne a tenu à publier plusieurs vidéos visant à démontrer que le Hamas a bien utilisé l'hôpital Al-Shifa comme base de commandement. Des vidéos de propagande où on peut apercevoir un porte-parole de l'occupation israélienne montrant quelques armes cachées derrière des équipements médicaux qu'elle aurait elle-même entreposés, quelques livres religieux et quelques dates. Un autre porte-parole de l'occupation israélienne ira même jusqu'à qualifier un calendrier en papier comme étant une liste de plusieurs prénoms de soldats du Hamas. Break News a analysé plusieurs dizaines d'heures du média TV LCI. Et comme vous allez le voir, les journalistes et analystes sont tous catégoriques. L'armée d'occupation israélienne ne fait que mentir à l'opinion publique pour camoufler ses échecs. On s'est posé la question sur le premier hôpital qu'ils avaient investi avec le fameux biberon posé sur un bloc électrique. On se disait c'est quand même un peu gros pour être vrai. Monter une opération comme ça pour au final constater que finalement oui c'était pas là. C'est dévastateur. C'est vraiment ballot. Hein. Bon. Étonnant que ce soit un porte-parole de Tsahal qui fasse les vidéos à chaque fois pour nous présenter ce qu'ils ont trouvé. Est-ce qu'il est imaginable qu'Israël, l'armée israélienne, elle-même transportait des armes qu'on attribue d'ordinaire au Hamas dans ces lieux? En théorie, ça n'est pas inimaginable. On a mis du lourd quand même pour montrer peu de choses et je pense qu'ils espéraient avoir autre chose. Et franchement, avoir un porte-parole de Tsahal devant la caméra, alors c'est pas celui-là en l'occurrence, mais quasiment poudré, etc., et qui va nous expliquer que regardez, il y a un biberon, ça, c'est quand même particulier, non, Catherine? Ce qui me choque un petit peu, c'est qu'ils montrent cette opération de communication pour montrer quelques armes automatiques et quelques sacs à dos. Et qui disent on a la preuve. Oui, effectivement. Mais là, on est tous à se dire bon. Ils disent que Tsahal dit que c'est un centre de commandement, qu'ils en donnent la preuve. Voilà, qu'ils en donnent la preuve. Et pas celle-là, si je comprends bien. Celle-là ne suffit pas. On n'a rien vu de grandiose, c'est-à-dire on n'a pas vu vraiment de salle de commandement, on n'a pas vu des endroits dans lesquels il y avait des combattants palestiniens. Ça ne ressemble pas à un quartier général de commandement. Beaucoup plus tempéré. On n'a rien vu. Je suis désolé. Ouais. On n'a rien vu. On est un peu tous sur cette... Non, on n'a rien vu. Aucune. Et moi, les accès, celui que vous avez montré notamment, me laissent très dubitatif. C'est un trou, comme il pourrait y en avoir n'importe où, et qui n'est absolument pas aménagé. Donc, moi, pour le moment, je trouve qu'on n'a absolument rien vu. Mais absolument rien vu. Donc, j'attends les preuves. Il y a aussi un petit peu d'autodérision, en fait, en Israël autour de cette opération, parce que très clairement, les images que l'armée israélienne a montrées jusqu'ici, alors ça a pas mal de blagues, en fait, autour de cette boîte de dates qui a été retrouvée au milieu des munitions dans une salle qui était supposée être dans une salle d'opération du Hamas. Mais le bilan est maigre quand même.
Il y a pas grand-chose. En cours dans la communication d'Israël, parce qu'ils voient bien qu'ils ont rien à montrer. C'est plutôt, je dirais, c'est plutôt léger entre guillemets, pour utiliser un terme un peu trivial, malheureusement. Général, juste rapidement, une opération spéciale. On vous dit embarque un officier de presse qui va aller faire des vidéos et qui va diffuser quasiment en direct ce qu'on a trouvé. Vous lui répondez quoi? Je dis que ça dépend de l'objectif recherché. Ouais. Voilà. Israël est une démocratie en guerre et ne veut pas, à la différence du Hamas, monsieur, ne veut pas que les civils soient tués et massacrés. Par contre, le Hamas l'a fait, lui, déterminé. Donc à un moment donné, il faut un peu arrêter d'accuser Israël d'être celui qui est le méchant. Le méchant, c'est le Hamas. Ok, colonel, le patron de l'Organisation mondiale de la santé qualifie la réponse d'Israël, son échelle de plus en plus injustifiable. Votre réaction à ces propos? Ma réaction, c'est que lorsque 239 otages seront libérés par l'organisation terroriste du Hamas, eh bien, on verra peut-être ce qui se passe. Pour l'instant, ceux qui font le terrorisme, ceux qui ne respectent pas le droit international, c'est le Hamas. Ces images, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés. Il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Shifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens, et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Je rappelle d'ailleurs que des musulmans ont également été massacrés par le Hamas le 7 octobre, et que cette opération, qui est pour nous existentielle, se fera dans le contexte du respect du droit international. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond, selon vous, au respect des règles et du droit international, et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question. Non, moi je la pose aussi, vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Il faut rappeler que le postulat de départ autour de l'hôpital de Shifa, c'est que cet hôpital représentait le QG du Hamas. Ce n'est ni le QG politique, ni le QG militaire. Évidemment que non. Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital? C'est impossible. Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, éventré des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Les 40 bébés massacrés n'existent pas. Le chef de la diplomatie numérique au ministère des Affaires étrangères israélien, David Sanga, admet qu'il y a eu parfois des erreurs. Ils ont massacré des enfants, éventré des femmes, brûler des gens, brûler des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. Olivier Rafovitch, vous venez de dire le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. Ne vous y trompez pas, cette guerre est une guerre contre notre civilisation, entre la civilisation et la barbarie. Non, pas une guerre de territoire. In 1991, the world was introduced to the emotional story of Naria, a Kuwaiti girl who testified about the atrocities committed by Iraqi forces in Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. What the world was never told was that the incident had in fact been the work of a public relations firm, Hill and Knowlton, and the girl had actually been the daughter of the Kuwaiti ambassador. The public was whipped into a frenzy of hatred for the Hussein regime, not for the documented atrocities that it had actually committed on segments of its own population, with weapons supplied to them by the United States itself, but on the basis of an imaginary story told to the public via their televisions, orchestrated by a PR firm. In the lead-up to the war on Iraq, the American media infamously took the lead in framing the debate about the Iraqi government's weapons of mass destruction not as a question of whether or not they even existed, but as a question of where they had been hidden
and what should be done to disarm them. The New York Times led the way with Judith Miller's now infamous reporting on the Iraqi WMD story, now known to have been based on false information from untrustworthy sources. But the rest of the media fell into line, with the NBC Nightly News asking what precise threat Iraq and its weapons of mass destruction posed to America, and Time debating whether Hussein was making a good faith effort to disarm Iraq's weapons of mass destruction. Reports about chemical weapons stashes were reported on before they were confirmed, although headlines boldly asserted their existence as indisputable fact. We now know that the stockpiles did not exist, and the administration premeditatedly lied the country into yet another war. But the most intense opposition the Bush administration ever received over this documented war crime was some polite correction on the Sunday political talk show circuit. Well, let me just ask you this. If they did not have these weapons of mass destruction, though, granted, all of that is true, why then did they pose an immediate threat to us, to this country? You and a few other critics are the only people I've heard use the phrase immediate threat. I didn't. The president didn't. And it's become kind of folklore that that's what's happened. The president went... You're saying that nobody in the administration said that? I can't speak for nobody and everybody in the administration and say nobody said that. The vice president didn't say that? If you have any citations, I'd like to see them. We have one here. It says, some have argued that this is you speaking, some have argued that the nuclear threat from Iraq is not imminent, that Saddam is at least 5 to 7 years away from having nuclear weapons. I would not be so certain. And close to imminent. Well, I've tried to be precise and I've tried to be accurate. No terrorist state poses a greater or more immediate threat to the security of our people and the stability of the world than the regime of Saddam Hussein in Iraq. My view of the situation was that he had, we believe, the best intelligence that we had and other countries had. In August of 2011, the BBC ran footage of what they claimed was a celebration in Tripoli's Green Square. When sharp-eyed viewers noticed that the flags in the footage were in fact Indian flags, the BBC was forced to admit that they had accidentally broadcast footage from India instead of Tripoli. In 2009, the BBC showed a cropped image of a rally in Iran, which they claimed was a crowd of protesters who assembled to show their opposition to the Iranian government. An uncropped version of the same photograph displayed on the LA Times website, however, revealed that the photo in fact came from a rally in support of Ahmadinejad. Les amis, le 4-4-2 de dimanche est là et bien là aujourd'hui, spécial prisonnier syrien de l'imaginaire. Installez-vous confortablement, épluchez une orange pour vous mettre dans l'ambiance. CNN vous a concocté un chef-d'œuvre. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Action, moteur, ça tourne. Alors, CNN et ses journalistes, virtuoses de l'info en live, toujours à la frontière du journalisme et du théâtre expérimental, nous ont mijoté un reportage en Syrie qui ferait rougir les plus gros mythomanes de cette planète. Imaginez une prison abandonnée à Damas, ambiance macabre, quand surgit Clarissa Ward, la star internationale du drame improvisé. Vous l'avez sûrement vu dans ses précédents rôles, notamment celui de la reporter bombardée en Israël, où elle se jette au sol comme une actrice sous extasie en surjouant la mort imminente. Cette fois-ci, elle nous offre une scène magistrale dans une cellule miracle avec en guest star un prisonnier très mal accessoirisé. Donc voici le tableau, une prison décrépite censée être abandonnée et au milieu, un homme sous une couverture. Oui, le gars se planque sous une couverture. Après, peut-être que c'est un timide le type, on sait pas. Ce prisonnier retrouvé n'est autre qu'Adil Urbal, un civil syrien. Et quelle coïncidence, CNN est là pour capturer ce moment authentique d'un mec planqué sous une couverture comme un papier cadeau. Vous y croyez? Non? Bah moi non plus, mais visiblement CNN a misé sur la crédulité de son audience. Donc Adil, on nous dit qu'il a passé 3 mois dans l'obscurité totale, alors ça commence mal, hein. Puisque le premier truc qu'il fait en sortant de tôle, c'est de lever la tête et de regarder les yeux grands ouverts le ciel bleu éblouissant de la Syrie. Et là, il y a un problème. Vous comprenez que biologiquement parlant, c'est impossible, puisque ses yeux devraient brûler au moindre rayon de soleil. Moi, avec Madame Marcel, quand on part en vadrouille et qu'on sort d'un tunnel sur l'autoroute, on est en mode Amadou et Mariam, pendant minimum 3 secondes. Au niveau de l'acuité, c'est 0. T'as la rétine qui se décolle. Eh bien, apparemment, Adil supporte la lumière sans
sans plisser les yeux après 3 mois dans le noir. Bref, on le voit face caméra, il tremble. Enfin, il tremble, ça dépend des séquences, hein. Il doit certainement souffrir d'un Parkinson intermittent. Et au niveau des sapes, pas un pli, pas une tache. Alors, soit il est resté 3 mois sous sa couverture à attendre que CNN vienne le chercher, soit il y a une laverie et un pressing dans sa cellule. Attends, c'est pas fini. Le gars a la barbe taillée au millimètre et je vous parle pas de ses ongles. Notre prisonnier est manucuré comme jamais. Pas un morceau d'ongle qui dépasse ou de résidus crasseux à l'intérieur. Là, Adil, il est prêt pour partir en soirée. Et le pire, après 3 mois de martyr, Adil, à qui les journalistes apportent de la bouffe, parce qu'apparemment il souffrirait de malnutrition, frérot, il a des joues grassouillettes en mode hamster. Là, il sort pas de prison, hein. Il sort du McDo. Nuggets à volonté. Franchement, faut qu'il fasse Koh-Lanta. 3 mois sous une couverture dans le noir complet, rien becté, faut tenter ta chance, mon grand, hein. Mais attendez, on n'a pas fini. Et puis ce hasard, dans un pays où on ne sait pas qui bombarde qui, Clarissa et son équipe tombent pile poil sur cette scène. Pas avant, pas après, juste au bon moment. Si ça, c'est pas la magie de Noël, ah, les Américains, ils savent bosser. Alors, pour la petite histoire, la prison en question, la prison de Sedaya, a été libérée le 7 décembre et apparemment, ils ont oublié Adil. Sauf qu'entre la libération et l'arrivée de CNN, 4 jours se sont écoulés et 4 jours sans eau, normalement, tu crèves. Mais admettons que le gars a une constitution hors norme. Au minimum, il aurait dû avoir les lèvres et une bouche extrêmement sèche et craquelée, une peau grisâtre tendue et surtout pas capable de parler de manière cohérente. Ce qui n'est pas du tout le cas de cet homme frais comme un gardon pour le dancehall du samedi soir. Et ces techniques pour leurrer le public occidental sur les véritables raisons d'entrer en guerre de l'Occident ne datent pas d'aujourd'hui. The term yellow journalism was coined to describe the type of sensationalistic, scandal-driven, and often erroneous style of reporting popularized by newspapers like William Randolph Hearst's New York Journal. In one of the most egregious examples of this phenomenon, Hearst's papers widely trumpeted the sinking of the USS Maine as the work of the Spanish. Whipped into an anti-Spanish frenzy by a daily torrent of stories depicting Spanish forces' alleged torture and rape of Cubans, and pushed over the edge by the Maine incident, the public welcomed the beginning of the U.S.-Spanish War. Although it is now widely believed that the explosion on the Maine was due to a fire in one of its coal bunkers, the initial lurid reports of Spanish involvement stuck, and the nation was led into war. In many ways, the phrase infamously attributed to Hearst in reply to his illustrator, "You furnish the pictures, and I'll furnish the war," apocryphal as the story may be, nevertheless perfectly encodes the method by which the public would be led to war time and again through the decades. The U.S. was drawn into World War I by the sinking of the Lusitania, a British ocean liner carrying American passengers that was torpedoed by German U-boats off the coast of Ireland, killing over 1,000 of its passengers. What the public was not informed about at the time, of course, was that just 1 week before the incident, then First Lord of the Admiralty Winston Churchill had written to the President of the Board of Trade that it was most important to attract neutral shipping to our shores, in the hopes especially of embroiling the United States with Germany. Nor did reports of the attack announce that the ship was carrying rifle ammunition and other military supplies. Instead, reports once again emphasized that the attack was an out-of-the-blue strike by a maniacal enemy, and the public was led into war. The U.S. involvement in World War II was likewise the result of deliberate disinformation. Although the Honolulu Advertiser had even predicted the attack on Pearl Harbor days in advance, the Japanese naval codes had already been deciphered by that time, and that even Henry Stimson, the U.S. Secretary of War, had noted in his diary the week before that he had discussed in a meeting with Roosevelt how we should maneuver them, the Japanese, into the position of firing the first shot without allowing too much danger to ourselves. The public were still led to believe that the Pearl Harbor attack had been completely unforeseen. Just last month, a newly declassified memo emerged showing that FDR had been warned of an impending Japanese attack on Hawaii just 3 days before the events at Pearl Harbor. Yet the history books still portray Pearl Harbor as an example of a surprise attack. In August 1964, the public was told that the North Vietnamese had attacked a U.S. destroyer in the Gulf of Tonkin on 2 separate occasions. The attacks were portrayed as a clear example of communist aggression, and a resolution was soon passed in Congress authorizing President Johnson to begin deploying U.S. forces in Vietnam. In 2005, an internal NSA study was released concluding that the second attack, in fact, never took place. In effect, 60,000 American servicemen and as many as 3 million Vietnamese, let alone as many as 500,000 Cambodians and Laotians,
lost their lives because of an incident that did not occur anywhere but in the imagination of the Johnson administration and the pages of the American media.